Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis très heureuse d'être ici et partager notre idées et expériences. Et je remercie beaucoup à OIDP et au gouvernement de la ville de Cocotte pour l'invitation. Et j'espère et je vois que cet événement sera un grand succès. Malheureusement, mon français, c'est pas très bon. Et c'est pour ça que je vais parler en espagnol, mais mon intervention, c'est très petit parce que mon rôle, c'est de modératrice ou modérateur. Et je vais présenter les panélistes. Et je les demande... Voy a pedirle a las personas que pasan los slides si me puede pasar. Moi, j'ai fait quelques questions pour guider le panel et pour avoir des idées pour partager débat et faire le débat. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, deux petites choses. Une première, si les dispositifs de traduction pourraient être distribués pour que tout le monde puisse suivre. La deuxième, c'est qu'il y a le sac du maire de Grenoble qui a disparu, qui était au premier rang. Peut-être quelqu'un l'a emporté par mégarde. Donc on vous remercierait, si vous l'avez pris, de bien vouloir vérifier que vous n'avez pas pris le sac de quelqu'un d'autre, puisqu'il est à la recherche de ses affaires. Merci beaucoup. Et pour la traduction, c'est possible aussi de donner, puisque ça va être en espagnol, la présentation. Oui. Alors, bon. Nuestro panel está organizado alrededor de un eje fundamental en la actualidad, que es la participación y el liderazgo de las mujeres en la ciudad. Si nos fijamos en las preguntas que nos ordenan, tenemos preguntas claves que nos gustaría compartir para poder, digamos, repensar cómo vamos a pensar el futuro, la participación de las mujeres. ¿Cuáles han sido las experiencias innovadoras que han propuesto las mujeres? ¿Qué significa construir una ciudad con enfoque de género? ¿Qué entendemos por enfoque de género? Esas y otras preguntas han sido esenciales, incluso en este momento, atravesando la pandemia, en el cual el liderazgo de las mujeres ha sido central. Yo quisiera simplemente, para introducir, plantear qué entiendo yo por enfoque de género para pensar la ciudad. Como todos sabemos, el enfoque de género es un modo de lectura de las relaciones inequitativas entre mujeres y hombres en cualquier dimensión en que lo pensemos: política, económica, laboral, cultural, educativa. Estas inequidades se expresan desde acceso y ejecución de derechos. En las cuestiones económicas, las mujeres sabemos que en algunos cargos se gana menos que los hombres, y también en la necesidad de una ampliación de la participación política de las mujeres. O sea, las mujeres tenemos que tener una intervención, siendo el 50% de la población mundial. Las cifras en América Latina y en todos los países de nuestra participación en espacios de toma de decisiones es un porcentaje muy minoritario. Entonces, orientarse hacia la igualdad de género, y después de esto doy paso a las panelistas, significa repensar, construir las ciudades desde una perspectiva no neutra, desde una perspectiva que reconozca las barreras que tienen las mujeres
a la participación, los obstáculos que se le presentan y las necesidades específicas. Voy a dar un pequeño ejemplo, que son los presupuestos sensibles al género. Esa es una experiencia que ya lleva varios años, quizás más de una década, en la cual uno puede, digamos, en su ciudad o región, establecer un presupuesto con lo que se llaman gastos etiquetados en función de necesidades específicas de las mujeres. Entonces, hay muchas acciones afirmativas, legislaciones a modificar, prácticas culturales, simbólicas, que necesitamos rever, deconstruir para poder pensar una sociedad y una ciudad más inclusiva. Podemos seguir compartiendo ideas en adelante, pero la primer panelista que voy a presentar es Marianne Daho-Gabala, sénateur de la Côte d'Ivoire, que necesita irse temprano, por lo cual la hemos invitado a participar en primer lugar. Marianne. Merci Madame la modératrice. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais déjà m'excuser parce que juste après mon intervention, je vais devoir partir. Mais il me paraissait important d'être là pour répondre d'abord à l'invitation de Monsieur le maire et pour partager avec vous, je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle, les convictions qui ont aussi guidé toute mon action durant toutes ces années pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les instances de décision. Par rapport au thème d'aujourd'hui, je voudrais l'aborder sur plusieurs points. Le premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, bâtir des territoires durables, c'est certes bâtir des infrastructures, mais c'est surtout et avant tout bâtir sur l'humain. Mais je pense que dans l'imaginaire du citoyen lambda, une ville durable, c'est une ville qui a le plus d'infrastructures. Mais en fait, les infrastructures vives sont maintenues et perdurent parce que l'humain en tient compte. Et lorsqu'on parle d'humain, évidemment, on parle d'hommes et de femmes, de jeunes ou de moins jeunes. Mais c'est d'abord d'hommes et de femmes. Ce qui veut dire que la femme, en tant que citoyenne, doit avoir toute sa place. Je suis heureuse de retrouver une de mes anciennes connaissances. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, à travailler dans le développement durable en Afrique et plus particulièrement au Niger. Donc je disais que parler de développement durable, c'est aussi parler de bâtir sur l'humain. Quand on dit bâtir sur l'humain, ça veut dire bâtir sur des hommes et sur des femmes, pas seulement sur des infrastructures. Une ville, des infrastructures ont une âme qui lui est donnée ou qui leur sont données à travers l'action des humains. Donc c'est important de bâtir sur l'humain. Alors en parlant de femmes, impliquer les femmes dans la démocratie participative, pour moi c'est juste une question de démocratie. De démocratie parce que le citoyen, il est homme, il est femme. Et donc chacun doit avoir sa place dans la démocratie qui est dans la démocratie participative. Au niveau des femmes, et je pense que cela ne se voit pas souvent, le leadership des femmes dans les villes est multiple.
Et je veux juste prendre les villes de Côte d'Ivoire, et notamment chez nous. Le leadership des femmes, il est multiple, mais ce que l'on voit le plus souvent, c'est d'abord la valeur économique. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, et je le dis pour les autres, ce leadership des femmes, il est même capital parce qu'elles contrôlent tout un pan entier de l'économie, notamment pour tout ce qui concerne la production et la commercialisation de ce que nous mangeons tous les jours et que nous appelons les vivriers. C'est par l'action des femmes que nous avons des marchés qui sont fournis et c'est par l'action des femmes que le citoyen lambda peut avoir de la nourriture. Au-delà de cet aspect, elles ont aussi investi le secteur du textile, mais elles ont aussi investi le secteur de l'assainissement. Juste pour montrer quelques exemples. Si je prends alors le domaine de la pêche, c'est vrai qu'elles ne pêchent pas, mais la commercialisation du poisson est vraiment dans la main des femmes. Donc elles ont un leadership réel, économique, mais qui malheureusement n'est pas visible. N'est pas visible tout simplement parce que ce n'est pas des produits de rente, ce n'est pas le café, ce n'est pas le cacao, mais bien que ce ne soit pas visible, c'est primordial. Parce que si nous vivons et nous mangeons bien, c'est parce qu'il y a des femmes qui produisent. Et je pense que ça, il faut le leur reconnaître et c'est à nous de trouver les moyens de rendre cette contribution économique visible. Elles ont aussi une contribution sociale. La contribution sociale, je n'ai même pas à beaucoup broder là-dessus et je pense que la majorité de celles qui sont ici sont des citoyennes, mais c'est aussi et surtout des actrices d'organisations non gouvernementales, d'associations qui, dans leur travail de tous les jours, essaient d'apporter aux populations ce que la mairie ou l'État ne peut pas. Donc c'est un peu le second bras des maires, des conseils généraux, etc. Elles sont nombreuses à ce niveau-là. Au niveau politique, elles sont aussi impliquées. Mais pourquoi est-ce que ça ne change pas? Ça ne change pas parce qu'elles ne sont pas là où se prennent les décisions. C'est-à-dire qu'elles travaillent en sous-main, elles travaillent dans l'amélioration quotidienne de la vie de leurs concitoyens, mais elles ne sont pas là où se prennent les décisions. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer. Et par mon statut de sénatrice, je peux dire que quand une femme est au Sénat ou quand une femme est à l'Assemblée nationale, quand il y a des lois qui arrivent, elle a les yeux pour regarder et s'assurer que cette loi, même si elle paraît impersonnelle, ne va pas être préjudiciable aux femmes. Et c'est pour ça que c'est important que les femmes montent dans les instances de décision. Quand je parle des instances de décision, je prends les communes. Les communes ont pour objectif d'améliorer le quotidien du citoyen. Où est-ce que la femme peut le mieux travailler? C'est déjà dans les communes. Et là, je voudrais féliciter le maire de Cocody parce que son conseil municipal est balancé et dire aux femmes, n'hésitez pas, impliquez-vous dans la politique, mais aussi dans la gestion de vos différentes communes. Il y a une question qui a été posée par la modératrice à laquelle je voudrais répondre avant de partir, c'est quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles qui empêchent la participation plus active des femmes dans la démocratie ou dans la gestion des communes? Et je suis désolée de dire que le premier des obstacles, ce sont les femmes elles-mêmes. On a tellement été éduqués à nous minimiser que nous n'osons pas. Nous osons aller faire des ONG, etc., mais nous n'osons pas aller plus haut. Mais les choses ne vont pas changer si vous, les femmes, vous ne décidez pas une bonne fois pour toutes de dire que votre place, à vous aussi, c'est là-haut. Et là, c'est un challenge que je veux vous donner. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre lui-même. Alors, vous n'êtes pas meilleur, vous n'êtes pas pire que les hommes, mais vous avez le droit et le devoir d'exprimer vos attentes et d'exprimer vos talents dans la gestion de nos communes. Et quand on parle de développement durable, c'est là où notre rôle
devient encore plus important. Parce que jusqu'à présent, dans nos communautés, aujourd'hui en Afrique, le rôle de la femme, il est très important. C'est un rôle social, c'est un rôle d'éducation. Et si nous ne nous impliquons pas, si nous ne nous approprions pas le concept de développement durable, si nous ne nous l'approprions pas, nos enfants, quel que soit ce qu'on va faire à l'école, quel que soit ce que les communes vont mettre en place, nos enfants auront du mal à l'accepter. Et donc, c'est un engagement que les femmes doivent prendre, de dire le monde de demain doit être meilleur, et s'il doit être meilleur, nous aussi, nous devons y participer. Et nous devons y participer au bas de l'échelle, c'est vrai, dans les ONG et tout ça, mais nous devons y participer aussi au sommet. Parce que ce que je sais et ce dont j'ai la conviction, c'est que les femmes, elles sont nées et elles aiment servir. Nous servons nos foyers, maintenant acceptons de servir la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marianne Daogavala, sénateur Côte d'Ivoire. Bueno, ha planteado cuestiones muy interesantes respecto del desarrollo sostenible en las ciudades, cómo construir desarrollo a partir de la intervención, la participación, la toma de decisiones de mujeres y hombres, y cómo la democracia participativa en las ciudades amplía estas posibilidades. Y algo que me pareció muy interesante es el rol de las mujeres en liderazgos no visibles, que no quiere decir que no existan esos liderazgos, sino que no se visibilizan. Y justamente esto lo asocio por políticas sociales, políticas neutras. O sea, ahí hay un interés de invisibilizar la participación de las mujeres, o por lo menos hay una suerte de neutralidad que se supone que tiende a la igualdad, pero no, tiende a reproducir los estereotipos que vienen sosteniéndose para la construcción de las ciudades. Algo interesante que también quiero rescatar es los obstáculos. Si bien es cierto que somos nosotras mismas quizás quienes ponemos obstáculos a la participación por un problema de confianza, quizás por un problema de tradición, por un tema cultural, me parece que también ahí tenemos que vincular las políticas. O sea, el Estado tiene también un compromiso, el movimiento de mujeres también tiene un compromiso de impulsar, digamos, políticas que sean, digamos, afirmativas a la igualdad de género. Bueno, simplemente después podemos volver a retomar algunas ideas, y le cedo la palabra a Reiki Shermakoye, de Níger. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Madame Reiki Germakoy. Je suis la CEO de 2M Invest, et la présidente des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger, et j'ai également un mouvement qui s'appelle Mouvement nigérien pour la démocratie participative, je peux l'ajouter comme ça. En tout cas, pour nous, c'est un grand plaisir d'être là à ce panel pour parler sur une thématique aussi importante et partager notre expérience. La thématique leadership féminin et ville, c'est vraiment notre quotidien. Nous y travaillons. Nous l'avons construit avec les principales villes du Niger, mais également avec certaines communes urbaines
et même des communes rurales. Au Niger, nous avons un modèle qui travaille sur le leadership féminin, sur l'organisation des femmes il y a de cela 30 ans et qui a été un grand succès. Le modèle consiste à organiser les femmes en groupement ou en coopérative et nous les aidons à mobiliser leurs propres ressources en mettant en place des caisses autogérées de financement de leurs activités génératrices de revenus ou projets économiques. Et derrière, on a tout un protocole de formation et d'encadrement qui se repose sur 3 phases. Le modèle a connu un grand succès au Niger, au point où nous l'avons répliqué dans beaucoup de pays en Afrique et en Amérique. Si ma mémoire est bonne, aujourd'hui, c'est une 50aine de pays qui utilisent ce modèle et on a plus de 7 millions de femmes qui sont enrôlées dans le modèle. Au Niger, nous avons 1 million de femmes. Pour bien asseoir le modèle et assurer la pérennité, nous travaillons avec les communes, avec les maires. Nous les impliquons d'abord dans l'identification, mais également dans la création et l'encadrement des groupements. Nous avons fait en sorte qu'au niveau des communes, il y ait des compétences locales qui soient là et qui puissent faire notre travail de transfert de compétences, de techniques, au cas où même l'organisation n'est plus là. Et pour permettre aux femmes qui exercent des activités génératrices de revenus et qui arrivent à se démarquer, aller dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons créé au sein de certaines communes des centres incubateurs pour accompagner nos femmes entrepreneurs. Notre rôle, c'est d'amener les femmes à appréhender les difficultés qui se posent au niveau des communes et faire de chaque difficulté une opportunité. Traduire les opportunités en projets. Travailler les projets pour qu'ils deviennent des entreprises. Ça, c'est ça notre cœur de métier et c'est ça notre job. Les pays dans lesquels le modèle a bien réussi, qu'on a transporté, et là où le taux d'alphabétisation est assez élevé, on a pu vraiment construire des vraies institutions financières sur ces modèles-là. Après 20 ans, donc il y a de cela 10 ans, quand nous avons compris qu'on a gagné le défi et le pari économique, nous nous sommes dit, comme Madame la sénatrice l'a dit tout de suite, qu'on ne peut pas hisser la femme très haut sans créer l'espace pour qu'elle soit dans les instances de prise de décision. Et donc, pour cela, nous avons réfléchi et nous travaillons avec les femmes en les amenant à aller choisir les partis politiques qui les intéressent, à se positionner et à faire tout pour qu'elles soient investies comme des candidats. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner dans leur campagne, les soutenir pour qu'elles puissent être élues. Et pendant les élections passées au Niger, en décembre, nous avons accompagné 1500 femmes et personnes handicapées, dont on a plus de 10% qui ont pu se faire élire au niveau des conseils et même au niveau de l'Assemblée nationale et tout. Donc, pour nous, le leadership de la femme, ça passe avant tout par l'autonomisation économique. C'est important. Et les études que nous avons menées ont démontré que quand vous augmentez le pouvoir économique de la femme, il est bien évident que tout de suite,
c'est le ménage qui en bénéficie. On observe qu'il y a moins de stress. Parce que quand la femme contribue aux dépenses du ménage, les hommes, vous conviendrez qu'avec moi, qu'il y a plus de respect que vous accordez. Ça, c'est sûr. Et il y a moins de stress dans le ménage et on a constaté que quand la femme a plus d'argent, tout de suite, c'est l'éducation, tout de suite, c'est la santé, tout de suite, c'est la sécurité alimentaire qui s'améliore, aussi bien en quantité qu'en qualité. Le logement s'améliore, il y a tout qui s'améliore. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important, quand on veut développer les villes, en tout cas, quand on parle de démocratie participative, il faut agir sur les femmes. De plus en plus, on a constaté dans notre pays que, bon, c'est vrai, les femmes font 52% de la population, mais on a la jeunesse qui est aussi là, donc c'est important d'en parler parce qu'au Niger, qui est mon pays, entre 0 et 30 ans, on a plus de 80% de la population qui est jeune. Donc, il est tout à fait évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement et autres en occultant la jeunesse. Donc, nous travaillons sur ces deux composantes. Nous aidons les mairies à les prendre en charge. Nous amenons les mairies à mettre dans leur planification tout ce qui est formation, encadrement des femmes, tout ce qui est mobilisation de ressources pour qu'elles puissent mener les activités génératrices de revenus, mais aussi aller dans l'entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Muy interesante el planteo de Madame Reiki. Quiero rescatar 3 cuestiones para que pensemos. Una, la experiencia que nos ha compartido sobre el acompañamiento de las mujeres para que tengan un mejor acceso a los espacios de toma de decisiones y que están acompañando a 1.500 mujeres, me parece, digamos, un aspecto a destacar. Y el otro aspecto a destacar es la relación entre la autonomía de las mujeres y la participación, digamos, en términos de sus incidencias en el campo democrático, en la democracia participativa. Para eso, la Madame ha recalcado la necesidad de que las mujeres intervengan en la toma de decisiones de una manera más igualitaria, obviamente, igualitaria. Bueno, voy a dar paso a Madame Carolina Toro, politóloga, experta en política de gestión pública, México, proveniente de México, nos va a compartir su experiencia. Gracias, Cristi. Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, muchas gracias a la Alcaldía de Cocodí por la invitación. No puedo empezar sin agradecer. Yo voy a intentar rápidamente, por el tiempo, dar respuesta solamente a una de las preguntas que nos planteó Cristina acerca de si la acción de las mujeres marca una diferencia sustantiva en la acción democrática de las ciudades. Y la respuesta, desde mi punto de vista, es contundentemente sí. Y traigo simplemente algunas láminas con algunas fotografías para digamos, soportar esta respuesta. Espero que la traducción esté funcionando bien. El liderazgo femenino ha tomado esta idea democrática de todos los derechos para todos
y la ha convertido, digamos, la ha transformado en algo mucho más potente, que es todos los derechos para todas las mujeres. Esos derechos que están consagrados en las constituciones, en las leyes, en las normativas, y que están planteados desde la idea, digamos, etnocéntrica del hombre, desde la visión del derecho a la ciudad, por ejemplo, que planteaba Yves ayer, y también planteaba Giovanni, una ciudad que tenga movilidad, una ciudad que que tenga un transporte digno, pero que está planteada para que funcione para los hombres. Las mujeres han tomado esa idea de derechos y han dicho, necesitamos una ciudad, pero que también funcione para las mujeres. Y han tomado esa idea y... ¿Hacia dónde va a apuntar? Ahí. Y entonces han salido a las calles a exigir derechos y se han movilizado no solamente en México, sino en muchas ciudades latinoamericanas y también en ciudades europeas y en muchas ciudades del mundo. Se han movilizado a exigir derechos, derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, ¿no? De una manera masiva. Han tomado las calles y ningún espacio de la ciudad les ha sido, digamos, vedado, porque algunos espacios y algunas ciudades han querido cerrárseles para que las mujeres no se movilicen. Y por lo menos lo que ha pasado en México, las mujeres han dicho, la ciudad es nuestra. Ningún edificio público, ningún espacio de la ciudad se nos puede impedir porque nos apropiamos del territorio para movilizarnos. Eso ha sido digamos, una demostración de la apropiación que las mujeres pueden hacer de la democracia misma y del poder ciudadano. Las mujeres en México han sido, yo diría, en los últimos 3 años, un catalizador del descontento social. Los grupos de las mujeres, y lo pongo entre comillas porque así lo expresan los medios de comunicación, han salido o masivamente, como lo vimos en las fotos anteriores, o en grupos pequeños o en grupos medianos, a exigir o cosas muy concretas como derechos políticos, o cosas muy generales como simplemente salir a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a exigir. Y eso ha mantenido incluso en pandemia, tal vez en pandemia las únicas que han salido en México a movilizarse, a exigir y a demandar han sido las mujeres, ha mantenido el espíritu democrático vigente, ¿no? Como la agenda, como el tema que ha seguido siendo vigente incluso en pandemia. Aquí algunas fotografías que incluso yo he tomado o he bajado de la red, y aquí algunos ejemplos muy concretos y muy rápidamente. La imagen de la derecha hasta arriba son grupos de mujeres, generalmente jóvenes, que en todas las ciudades mexicanas han exigido durante los últimos años el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Eso es un tema polémico, podemos estar de acuerdo o no, pero hay que reconocer que las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, tienen esta agenda desde hace varios años, y en México hay 32 estados. En 4 estados ya, las mujeres jóvenes han logrado que se reconozca el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En la foto del lado izquierdo, en la parte de arriba, es una fotografía de mujeres, madres de familia, hermanas de personas desaparecidas que han trabajado, se han sentado a escribir ellas mismas leyes, normativas, reglamentos para que el Estado apruebe mecanismos que les permitan ser más eficientes y efectivos para encontrar a las personas que están desaparecidas en México, que es un fenómeno que cada vez crece más. Y estas mujeres han logrado ya que se aprueben esas leyes
y quería traerles un video, pero el tiempo no lo permitía. Los legisladores, cuando han aprobado estas leyes de búsqueda de desaparecidos, se han parado a aplaudir a las madres y a las hermanas de los desaparecidos, porque saben que es un logro de estas familias que, aparte de escribir las leyes, han presionado de tal manera que han hecho que estas leyes se aprueben. Abajo, las mujeres que están vestidas de negro son agrupaciones de mujeres empresarias que, como bien decía la panelista que me antecedió, son mujeres que se reúnen y que se organizan para lograr proyectos de emprendimiento, porque efectivamente saben que la autonomía económica es el pilar del empoderamiento y de, digamos, un camino que luego se convierte en otros proyectos de empoderamiento y de presencia pública. Las de la mitad, se ve muy pequeña la imagen, pero es un grupo que se llaman las paritaristas, que exigen derechos políticos y electorales, pero hacen un ejercicio muy interesante. Es un grupo de mujeres, tal vez de no más de 30, 40 mujeres, pero se encargan de hacer presencia en espacios donde alguna mujer ha sido agredida. Y van al lugar, al edificio donde se ha presentado la situación y lo clausuran simbólicamente, el espacio, la oficina donde la mujer ha sido violentada por su jefe o por sus compañeros de trabajo, y lo clausuran simbólicamente. Es una especie de solidaridad y de respaldo con esa mujer que a lo mejor no la conocen, no tienen ningún vínculo, pero la respaldan y lo clausuran simbólicamente. La foto del lado izquierdo tampoco se ve muy bien, está pequeña, pero es una periodista que informa que las mujeres empresarias lograron que el transporte público fuera gratuito en tiempos de pandemia para mujeres y niños como logro de las mujeres empresarias. ¿Esto qué significa? Y ya voy concluyendo. De alguna manera, todas estas iniciativas, que son pequeñas iniciativas, son el terreno fértil para que en espacios de democracia participativa las mujeres logremos entrenarnos en este ejercicio de tejer redes que luego tiene frutos en otros logros que son mucho mayores y que se los voy a mostrar para cerrar. Entendiendo que, más allá de diferencias partidistas, de diferencias mayores, hay una identidad común y hay unas, digamos, desigualdades estructurales que nos unen, y que al trabajar de manera conjunta y al generar este trabajo colectivo y este liderazgo femenino, se pueden lograr cosas maravillosas de manera institucionalizada o no institucionalizada, en canales con las instituciones públicas o en canales flexibles y comunitarios. En México, por ejemplo, se logró a través de ese trabajo en red y colectivo en el 2019 que las mujeres de todos los partidos políticos lograran sacar una ley que se llama paridad en todo, de tal manera que le exigieran a los partidos políticos que presenten candidaturas mitad hombres y mitad mujeres. El 50% de todas las candidaturas deben ser mujeres. El 50% de toda la integración del poder legislativo y del poder ejecutivo debe ser paritaria. Se logró sacar también una ley de violencia política de género, y miren esta fotografía. Hoy en México la mesa directiva del Senado está integrada en su totalidad por mujeres. El 49.2% del Senado en México son mujeres y el 50.78% son hombres. En la Cámara de Diputados,
exactamente el 50% son hombres y exactamente el 50% son mujeres. Estos son esos logros de las mujeres que empiezan en estos espacios micro, en estos espacios pequeños, pero van avanzando hacia la representación. Empiezan en la democracia participativa y avanzan hacia la democracia representativa. Habíamos tenido 9 gobernadoras de 1979 a la fecha y en la última elección 6 mujeres ganaron sus estados. Finalmente, y la última reflexión ya para cerrar, esto es, digamos, un triángulo virtuoso. Si se fortalece la autonomía de las mujeres en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, y si se avanza en lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a cargos públicos y también en los espacios de decisión comunitaria, garantizamos el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Sin ciudadanía no podemos hablar de democracia participativa. Y entonces aquí la reflexión es, ¿qué tipo de modelos participativos estamos impulsando si no le damos una mirada profunda a la perspectiva de género? Pongámonos estos lentes rosas que están ahí, ¿no? Que implica ver lo que está sucediendo con las mujeres, porque las mujeres están transformando el mundo de una manera potente y poderosa en la mayor parte de los espacios en el planeta. En las ciudades están exigiendo derechos, se están movilizando. Los derechos que no se los están dando, los están arrebatando. Y entonces, decía, y aquí cierro con esta última lámina que me recuerda mucho a Ives. Ives dice, la pregunta de Cristina era ¿cómo? Ives dice, los presupuestos participativos deben servir para invertir prioridades. Este cuadro es el cuadro un poco del modelo productivo. De la parte naranja es lo que se ve en el modelo productivo. Es el trabajo, es la producción. Y lo que está abajo es lo que hacemos las mujeres generalmente. Es la parte invisible de la producción. El cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos. Bueno, pues utilicemos elementos de democracia participativa, como el presupuesto participativo y como los otros elementos que tenemos a la mano, para invertir prioridades como estas, para darle la vuelta a esta pirámide, por ejemplo, y entonces fortalecer la autonomía económica en esta pirámide, en la parte invisible de la producción, fortalecer la autonomía económica y fortalecer esa parte de la ciudadanía que está revolucionando el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina Toro. Me parece que podemos destacar algunas cuestiones importantes de esta intervención. Una de las cuestiones que tomé, que me parecen centrales, son los modos en que las nuevas modalidades en que los movimientos de mujeres organizados, o a veces no tanto, se apropian de los derechos o reclaman derechos. Y algo que me pareció interesante que mencionó Carolina es cómo las mujeres últimamente han sido catalizadoras del malestar social y de las demandas. El otro aspecto que quiero destacar son lo que atañe a los derechos sexuales y reproductivos, que hoy es uno de los temas centrales en América Latina, o sea, donde los movimientos, Me Too, el movimiento que ha revolucionado, digamos, el accionar de las mujeres y digamos, ha impulsado, ha presionado para que en muchos países hoy haya leyes que amparen estas decisiones. El otro tema que me parece interesante es compartir experiencias, ¿no? Como nos planteó Carolina, iniciativas a veces más pequeñas, a veces más grandes, a veces de más relevancia. Y el otro punto que comenzamos este panel diciendo es dos elementos fundamentales que son para la participación política, la paridad
y las leyes de cuota. Normalmente son las leyes de cuota las que han existido y hoy estamos direccionados hacia la paridad, es decir, 50 y 50. Las leyes de cuota eran 30, un porcentaje de hasta el 30%. Hoy por hoy, en Argentina, en 2017, solo en cargos representativos se han sumado a la paridad. O sea, hay paridad en cargos electivos, no en todo. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, me parece que podemos avanzar y seguir con los temas del debate. Voy a invitar a que brinde su contribución Esperanza Ouamikasi, coordinatriz du Programme Chef APEF, République démocratique du Congo. Merci. Bonjour à tous. Je vais apporter une petite contribution. Je vais commencer par me présenter. Je suis Ouamikasi Espérance. Et là, je vais présenter comme coordinatrice de l'association APEF, Action pour la promotion de l'enfant et la femme. Avec cette casquette, j'ai souvent eu des jeunes filles qui ont fini leurs études et qui nous demandent de conseils comme mentor et de comment se projeter dans la vie, comment devenir, comment. Et cela, c'est une question difficile et des fois, nous essayons de leur dire ce que nous avons fait, ce que nous avons fait dans la vie et peut-être ce qu'ils ont apprécié à nous et prendre comme cela comme modèle. Et il nous arrivait de prendre, entre autres, il y avait ma fille parmi le groupe et qui a fini ses études et qui voulait faire l'entrepreneuriat. Alors, elle avait présenté son projet à un groupe de personnes et la personne qui était venue qui présente le projet, la fille commençait à parler de son projet. Et à un moment, elle a dit qu'elle s'est arrêtée parce que le monsieur, au lieu de suivre, il était en train de le regarder dans les yeux. Et puis à un moment, il a dit « Madame, vous avez de beaux cheveux, vous êtes belle. » Alors, ma fille s'est énervée, elle a dit elle a continué. Deuxième fois, le monsieur l'a dit encore « Mais madame, tu es belle. » Elle a perdu des pédales, elle ne savait plus quoi faire parce qu'elle était venue pour présenter le projet. Et monsieur, il est en train de parler des cheveux, elle est belle. Donc, du coup, elle est sortie de la salle et elle m'a appelé pour savoir comment elle allait faire. Je lui ai demandé d'appeler le responsable de l'organisation qui avait envoyé le monsieur pour qu'il ne puisse pas rater l'occasion, pour qu'il puisse parler avec le responsable. Finalement, il a parlé avec le responsable. Et le responsable, comme lui, vraiment, il était responsable. Il a écouté et il a gagné le projet. Elle travaille dans le projet et c'est bien passé. Et c'est pour dire que des fois, nous avons ce problème-là de leadership. Quand nous ne savons pas quoi faire, nous avons beaucoup d'obstacles. Je saute parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je parle des obstacles. Les obstacles le leadership féminin, c'est d'abord nous. Nous nous sous-estimons d'abord. Nous pensons que nous ne sommes pas capables. Donc, par exemple, l'exemple de ma fille, si elle n'avait pas quelqu'un qui le coachait, elle pouvait perdre le pédale et elle ne pouvait pas aller loin avec ce projet-là. Elle pouvait arrêter. Et puis, les autres femmes pensent que, bon, si on nous dit que je suis belle, donc elle veut pas aller dans ce sens-là. Et là, du coup, tu perds les repères et tu n'as plus le leadership de toi, tu le perds, tu vas dans les inutiles, quoi. Et autre chose, c'est les hommes qui nous sous-estiment. Les hommes ont leurs décisions à eux, ils pensent que nous devons suivre, que la décision soit bonne ou pas, ils sont là pour discuter les décisions. Et pourtant, si vous faites des décisions concertées, et la chose peut mieux avancer, peut-être que vous aurez changé beaucoup de choses. Autre obstacle, c'est la société. Et un autre obstacle, c'est la législation. Je voulais parler aussi là des espoirs. Les espoirs sont là.
nous sommes déjà dans le monde avec les ODD. Il y a beaucoup maintenant de filles à l'école, au niveau de l'instruction de l'école primaire et secondaire. Nous voyons que la plupart, soit dans les écoles primaires, nous voyons qu'il y a la moitié, soit moitié égale filles et garçons, ou alors les filles sont supérieures aux garçons. Donc nous pouvons avoir l'espoir que demain, on aura les leaders de demain. Aussi, autre chose qui a changé dans tout cela, avant il y avait beaucoup de mariages précoces. Des filles abandonnaient les études pour aller se marier. Mais pour le moment, le constat est fait que c'est vrai qu'ils continuent à abandonner, mais c'est moins qu'avant. Nous avons de l'espoir, nous pensons que bientôt, là, peut-être la scolarisation des filles elle est en régression. Et autre chose qui donne espoir, c'est la nouvelle société civile et les organisations des ministères de l'éducation. Ils donnent beaucoup plus de leadership à la promotion de la fille comme leur cheval de bataille. Parlant des cas des femmes dans les villes, il y a beaucoup de femmes qui assument de hautes responsabilités maintenant actuellement. Nous avons les femmes qui sont responsables des collectivités territoriales, les femmes qui sont responsables des communes, des villes, des ministères, tant gouvernement national que provincial, députés et sénatrices comme nous avons vu ici ailleurs. Des femmes chefs d'entreprise publiques et femmes magistrates, avocates, médecins, défenseurs des droits humains, ingénieurs, architectes. Donc les femmes grands ou petits commerçants qui apportent aujourd'hui l'essentiel à la presque totalité des ménages africains et contribuent de près ou de loin au budget national, provincial et donc au développement de nos collectivités. La présence des femmes aux postes clés dans la politique donne l'opportunité aux femmes de participer au débat public au même titre que les hommes et peser sur les décisions concernant leur avenir, leur famille, leur communauté, leur nation, et donner leur point de vue sur les problématiques du pays, voire même à des postes de responsabilité, voir les femmes à des postes de responsabilité motive beaucoup plus les jeunes filles de rêver mieux pour leur carrière professionnelle. Et donc, en conclusion, nous pouvons dire pour éduquer une femme, l'éducation d'une nation commence par la femme. Il n'y a pas d'autre alternative de développement intégral de la société que de développer le leadership dans son aspect genre, où la femme aura sa place pour se compléter avec son semblable homme, promouvoir les qualités du sexe. C'est pour cela que nous devons y accorder une grande importance, vu que c'est l'un des objectifs des ODD à atteindre à l'horizon 2030. S'y soustraire, ce serait sacrifier l'avenir de tout un peuple. Je préfère rester dans ces plus brefs exposés pour recevoir beaucoup plus de questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Espérance. Moi, je vais destaquer un peu, voy a hablar en español, pero intento hablar en francés. Me parece muy interesante 3 cuestiones que destaco. Una, los obstáculos. Y que los obstáculos tenemos que tener muy en claro que las barreras de género y los estereotipos de género no solo los reproducen los hombres, las mujeres también reproducimos los estereotipos de género. Entonces se requiere un cambio cultural. El ejemplo que da Esperanza sobre su hija es lo que uno podría traducir como acoso, quizás, digamos, en los términos en que se suele mencionar. De todas maneras, digamos, esas prácticas a veces no están amparadas por legislaciones punitivas a esas acciones. Por lo tanto, necesitamos tanto el nivel de los cambios culturales como el nivel de las políticas públicas que sancionen legislaciones que vuelvan punitivas esas prácticas
que haya consecuencias de esas intervenciones. Importante también lo que señaló Esperanza, que es cierto que cada vez más las mujeres desarrollan roles centrales en las ciudades, en los ámbitos de gobierno, y para lo cual necesitamos seguir reforzando ese capital humano y la educación es central. Digamos, la educación es una clave para la autonomía. Digamos, si no tenemos educación, no tenemos autonomía tampoco. Entonces, hay una sinergia de intervenciones en el campo cultural, en el campo político, en el campo legislativo, que tenemos que complementar. Es la manera. Bueno, voy a invitar entonces a la participante siguiente. Se trata de Gladys Conan, presidente de la Federación de Asociaciones de Femmes, de Mujeres de Cocody. Merci. Je dirais merci à la modératrice et merci au président de l'OIDP, à la personne du maire Jean-Marc Yassé, qui convie les associations des femmes de Cocody que je suis, la fédérale, Mme Kounan, à participer à ce panel. Ça démontre, au niveau de notre commune, la démocratie participative. Je vous l'ai déjà dit d'entrée de jeu. Merci vraiment à tout ce parterre de personnalités qui sont quittées dans tout le monde entier pour se retrouver à Cocody pour faire une très belle vitrine. Et à travers Cocody, c'est la Côte d'Ivoire qui est regardée, qui est vue. Merci beaucoup. Je vais renchérir le leadership féminin. Dans quelle mesure la participation et le leadership des femmes sont-ils essentiels pour approfondir la démocratie participative? L'expression leadership féminin se propage de plus en plus dans les plans de formation professionnelle, développement des compétences managériales, les compétences en leadership, la confiance en soi et la connaissance de soi-même des femmes dirigeantes, afin qu'elles s'imposent dans les secteurs plutôt masculins. Je vais un peu renchérir ce thème-là. Je répondrai à la question en disant que les femmes ont besoin d'être politiquement visibles en tant que femmes et d'être habilitées à agir car elles ont un besoin et des attitudes en ce qui concerne les problèmes vitaux vis-à-vis de la société. La présence des femmes dans un nombre considérable de corps élus et d'institutions économiques pourrait donner lieu à des résultats politiques plus équitables, car cela encouragerait les décideurs politiques à prêter plus d'attention aux problèmes qui touchent les femmes, tels que les salaires, les conditions de travail, la prise en charge des enfants, par exemple le viol, etc. Dans le domaine économique et politique, les femmes ont continué à être fortement sous-représentées dans les institutions locales, nationales et internationales. Toutefois, la représentation des femmes au poste de décision au plus haut niveau est encore très bas. Mais on peut noter quelques avancées de femmes représentatives au plus haut des sommets. On a 6,6% des chefs d'État élus, qui est quelque chose à mettre à notre actif. Au sein du ménage, les femmes portent le fardeau du travail reproductif non rémunéré et du travail social.
Ce fardeau affecte leur capacité à être actives en dehors du foyer et à influencer les décisions économiques à l'intérieur de celui-ci. Pour conclure, la participation et le leadership féminin permettraient d'associer, d'impliquer les citoyens à égalité entre hommes et femmes, plus précisément les femmes dans les processus de décision politique, en promouvant le leadership féminin par des programmes de sensibilisation dans nos sociétés. Cela mettra en avant les qualités des femmes. Organiser des ateliers, par exemple, des séminaires, de construire, organiser des ateliers et des séminaires afin de construire des stéréotypes. L'intention est d'apporter de l'objectivité à un débat, de tendre vers l'égalité des genres et d'instaurer des valeurs de parité dans notre société. La participation leadership des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs sont donc fondamentaux pour lutter contre la pauvreté liée au genre et approfondir la notion de démocratie participative. Voilà un peu comment, au niveau de la Fédération des femmes de Cocody que je suis, à ma modeste personne, nous apportons notre contribution à ce panel. Je vous remercie. Muchas gracias por tu participación. Quisiera destacar en este caso 2 puntos que me parecen fundamentales. El primero es que las mujeres necesitan ser visibilizadas en sus acciones. Me parece un tema central porque, como han hablado muchas expositoras, a veces hay algunas actividades que se realizan pero no son visibilizadas. Algunos movimientos, algunas prácticas, algunas jefaturas de hogar e incluso en algunos cargos políticos. Ustedes saben que hay una palabra en América Latina que se llama levantamanos. Son las mujeres que están en los cargos políticos, pero que están limitadas a levantar la mano. Eso existe en muchos de nuestros países. O sea que no es solo una cuestión numérica, es una cuestión de ganar espacios de toma de decisiones al interior de los espacios políticos. Y el otro punto que me gustaría destacar es 2 puntos. Uno es la violencia de género, que ese es un tema central que se ha visibilizado aún más en el periodo de pandemia. Ustedes saben que aumentó a nivel mundial en este año y medio de pandemia, los porcentajes de violencia de género han aumentado mucho. Esto está directamente en relación con la apropiación del espacio de las ciudades, con esta diferencia entre lo público y lo privado, dónde domina la mujer y dónde domina el hombre, y qué pasa cuando hombre y mujer comparten el espacio de lo privado de una manera poco común, como fue en pandemia. El otro punto que quiero destacar, y cedo la palabra a nuestra última participante, es la necesidad de formar a través de talleres que permitan deconstruir los estereotipos. Eso es fundamental porque, como dije antes, esto no es solo una cuestión de hombres, también es una cuestión de nosotras, las mujeres, que tenemos que contribuir y desconstruir esos modelos. Voy a invitar a nuestra última participante, un minutito, porque se nos propuso a último momento, y Madame C. Odette de la mairie de Cocody. Merci. Merci, chère sœur. Merci, Madame la modératrice. Tout à l'heure, il nous a été signalé qu'il ne restait que 15 minutes. Alors, donc là, maintenant, je crois qu'il nous reste 5 minutes.
Donc, en temps, il y a la conclusion. Donc, permettez que je ne m'étende pas tout. Je crois que mes sœurs ici ont déjà relevé tous les défis qui sont devant nous. Pour moi, le leadership féminin va ensemble avec l'approche genre. L'approche genre qui, de façon opérationnelle, comme je le décris, donne la possibilité à la jeune fille comme au jeune homme les mêmes chances d'évoluer. Il ne s'agit pas de mettre l'un des sexes au-dessus de l'autre. Il s'agit d'équité. Offrir les mêmes chances. Quand nous voyons ici, et pour moi cela commence par la base, dès l'enfance. Chez nous ici, à l'époque, dans nos manuels scolaires, on dit Yao joue à la balle. Aya balaie la cuisine. Kofi répare sa moto. Akissi prépare le mil. Donc, vous voyez déjà, la petite fille est préparée. Que son rôle se limite à la cuisine. Je ne dis pas que la femme ne doit pas s'occuper de sa cuisine. Il y a des rôles qu'on ne peut pas incriminer ici. Mais si je prends même l'approche spirituelle, la femme a été créée pour être l'aide. L'aide. L'aide, ça veut dire aider, secourir. Donc, quelqu'un qui vient t'aider, tu ne plonges pas cette personne-là dans la servitude. N'est-ce pas? Alors, pour moi, l'un des défis majeurs, si nous voulons qu'il y ait un véritable changement, il faut commencer à la base. Pour donner la même chance à la petite fille, au petit garçon. Même les parents, en achetant les jeux, on achète des jeux intellectuels pour le petit garçon et puis les poupées pour la petite fille. Bien sûr, je ne nie pas le rôle naturel que Dieu nous a assigné, qu'est la procréation. La femme procrée, la femme tombe enceinte, l'homme ne tombe pas enceinte, la femme ne produit pas de spermatozoïdes, l'homme produit des spermatozoïdes, donc chacun a son rôle naturel. Mais en dehors de ce rôle naturel, nous sommes créés en tant que femmes pour apporter quelque chose à la société. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'économie alimentaire repose à 99% sur les femmes. Les différentes crises que nous avons connues, nous avons vu que malgré les armes lourdes qui crépitaient partout, les femmes bravaient cette insécurité pour rentrer en brousse. Les camions ne roulent pas, mais je ne sais pas comment elles s'arrangent pour trouver des camions pour amener de la nourriture sur Abidjan pour qu'il n'y ait pas la famine. Donc, je voudrais, avant de clore mes propos, dire merci à une personne, en la personne du président de la 20e conférence,
qui s'est approprié cette approche. Madame le maire, il y a combien de directions à la mairie de Cocody? Il y a 5 directions. Sur les 5 directions, nous avons 4 directrices. Et non des moindres. Au niveau du personnel, la majorité du personnel est de sexe féminin. Et donc, je voudrais dire merci à ce grand homme. Et il y en a ici, je voudrais saluer mon frère Bachir, il y en a ici sur qui on peut compter. Et donc, nous voulons que la chance soit donnée à la femme. Et tout à l'heure, on a parlé de la place politique de la femme. Nous avons eu l'avantage, nous qui nous exerçons à la politique, d'être formés pendant les élections, aidés par les partenaires au développement. Les femmes se sont mobilisées, elles sont capables. Dans les formations, nous avons vu cela. Mais au dernier choix, on parlait de 30% au moins. Au dernier choix, c'était 2%. Toutes ces femmes valeureuses qui ont été formées n'ont pas été retenues parce que ce sont les hommes qui décident qui on retient. Donc, si nous voulons un changement, c'est que nous luttons pour être là où les choses se décident. Et ça, c'est avec les hommes. Messieurs qui êtes dans la salle, c'est vous qui devez nous aider à relever ces défis. Et nous vous en serons gré. Quand la femme est heureuse, quand la femme est leader, c'est l'homme qui est heureux. Ce sont les enfants qui sont heureux. Ce sont les... il y a la santé qui est assurée. Il n'y a pas de maladie. Il y a l'économie, même familiale. En tout cas, tout concourt pour le bien-être de la famille. Et qui dit famille, dit société, dit nation. Je vous remercie. Muchas gracias a la última intervención. Quiero destacar la importancia que tiene abrir esos espacios desde la base, tal como lo ha señalado la compañera, cómo también desde la base se van, digamos, estructurando desde las pequeñas cosas como los juguetes sexistas a los roles dentro de la familia. Entonces, desde allí es donde hay que trabajar. La importancia que alguien que tiene una representación política genere una secuencia de más representación y más inclusión de las mujeres dentro del campo político, como ha hecho mención a la MER, y la importancia que tiene la mujer en Côte d'Ivoire, eso me pareció central, en la economía, en el sostenimiento de la economía alimentaria. Ese es un ejemplo de algunas cuestiones que a veces no se visibilizan claramente, están invisibilizadas. Ahí veo a Charles que me está diciendo que tenemos que terminar y a mí me gustaría dar algún espacio para preguntas, aunque sea 2 preguntas, puede ser. Si alguien quiere intervenir, estaríamos muy agradecidos. Y agradecer profundamente a estas panelistas de lujo que hemos tenido y sus intervenciones muy interesantes. Un gran agradecimiento. Sí. Amanda. No puede. No se puede. Parece que no, c'est pas possible de faire des questions. Están diciendo de allá. Merci. Bon, vas-y. Hein? Ok.
Merci pour la parole. C'est M. Pindou de la République démocratique du Congo. C'est une question que je pose à toutes les panélistes, tout en félicitant leurs brillantes interventions. Moi, je voulais savoir, Madame de la mairie de la Côte d'Ivoire, tout à l'heure, a dit que le leadership féminin veut dire égalité, donc accorder les mêmes chances aux hommes et aux femmes. Moi, je voulais maintenant savoir, dans le cadre de votre combat pour le leadership féminin, quelle est la place que vous accordez aux femmes vivant avec handicap? Quelle place occupe la femme vivant avec handicap dans votre combat? Et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour faire participer les femmes vivant avec handicap à arriver à un même leadership que vous, femmes dites valides? Voici ma préoccupation. Est-ce qu'il y a des femmes vivant avec handicap dans cette salle? Il y a des femmes vivant avec handicap? Ici. Bon, ok, ça va, merci. Là-haut. Encore une. Ok. Madame a fait le... Non, le micro est là, je le capte. Vas-y. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis Madame Atikatou Dieng de la Mauritanie. Je voudrais faire 2 commentaires. Je suis la députée et j'assiste au panel. Et c'est pour la première fois que je vois un panel constitué uniquement de femmes. Est-ce que c'est dû à la thématique? Parce qu'on a parlé de leadership féminin. Je voudrais avoir la réponse. Et autre chose, quand la dame je pense de Cocody a parlé tout à l'heure de Kofi qui jouait au ballon et de la dame qui je sais pas, qui faisait le 1000 ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est pas que Kofi joue au ballon et que la femme fasse le 1000. Le problème, c'est que quand Kofi joue au ballon, c'est bien vu, mais alors que quand la dame fait du 1000, c'est rétrogradé. Voilà, c'est juste un commentaire que je voulais faire à ce niveau-là. Merci. Ok. Perdón, pero una más, porque acá me hablan de la organización que hay que cerrar el espacio. Allô? Una más. Sí. Bonjour tout le monde. C'est Memouna Koulibaly de la Mauritanie, responsable du genre et éducation à la banlieue du monde. Bon, ici, c'est vrai ce qui a attiré l'attention de ma sœur. Quand on parle du genre, aussi c'est le leadership féminin qu'on parle. Quand on parle du leadership féminin, on est obligé de parler du genre. Quand on parle du genre, on parle de l'égalité et de l'équité. Quand on parle de l'égalité et l'équité, c'est-à-dire qu'il y a un gap à corriger, une différence entre l'homme et la femme. Donc j'interviens. Bon, de toutes les façons, je ne pose pas de questions. Je suis en train de faire une petite contribution que j'ai écrite moi-même. Si vous me le permettez, peut-être que ça peut me prendre 2 minutes ou 3. Bon, je peux dire qu'effectivement, le genre, l'équité et l'égalité interviennent ici dans ce thème qui est d'une importance capitale. Dans ce cas, on parle du genre dans sa grande diversité. Concernant la femme, le jeune et l'homme, notre société, dans sa modernisation, a longtemps voulu donner une place qui lui revient de droit à la femme. C'est ainsi que son émancipation à l'égalité, nous sommes arrivés au concept de parité genre. Le genre est tel que défini dans le dictionnaire. C'est un ensemble des aspects physiologiques et sociaux se rattachant au sexe, à l'identité sexuelle. Deuxième point, le genre, c'est l'identité que la société, dans un contexte socio-culturel, religieux et économique donné, confère aux hommes et aux femmes à travers les rapports sociaux. Troisième point, l'identité genre détermine les relations entre les femmes et les hommes dans la sphère privée, entre parenthèses, famille, comme dans la sphère publique, exemple, travail, éducation, représentation. Quatrième point, la notion du genre, le genre fait référence au rôle et responsabilités construits par la société attribuées aux femmes et aux hommes dans une culture et un espace donné.
Ils subissent l'influence des perceptions découlant des facteurs culturels, politiques, environnementaux, économiques, sociaux et religieux, et aussi des coutumes, de la loi et de la classe sociale, de l'ethnicité et des préjugés individuels. 5e point, on parle d'égalité, il s'agit de l'égalité des droits entre hommes et la femme, dont droit à la parole, droit à la vie, droit de l'émancipation, de participer à la gestion de la cité, droit d'élire des candidats, droit d'avoir accès aux ressources et de contrôler, droit d'être respecté, droit d'être autonome, droit de prendre des décisions et droit de dire non. Droit de dire non. 6e point, l'égalité de traitement de la chance pour les femmes et pour les hommes, de sorte que toute personne, homme, femme, puisse jouir de ses responsabilités et en tirer parti. 7e point, s'il faut aller à l'école, tout le monde doit aller à l'école. Si ce sont les allocations familiales, tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Si c'est la participation, c'est tout le monde qui participe à toutes les activités. Si c'est la bouffe, c'est tout le monde qui bouffe, sans discrimination ni d'injustice. En d'autres termes, aucune barrière ne doit exister dans la répartition des fonctions ni dans les salaires. De nos jours, il est prévu qu'à travail égal à salaire égal, dans notre société contemporaine, seule ne peut créer une marginalisation de la femme par rapport à Rome si elle fréquente les mêmes écoles universitaires, reçoivent les mêmes diplômes et exercent les mêmes métiers. De plus en plus, les institutions nationales et internationales font du genre une question actuelle dans leur politique de développement économique social. À tous les échelons de ce concept genre est considéré dans le cadre de la prise des décisions. L'équité. Il faut finir. Bon, d'accord, 1 minute. L'équité, c'est de faire d'être juste envers les filles et les garçons, les hommes et les femmes. C'est l'accès égal aux hommes des femmes, aux filles et aux garçons aux chances et au développement de leurs capacités, en éliminant des barrières qui entravent leurs responsabilités économiques, politiques. Voilà la différence entre l'équité et l'égalité quand il s'agit du genre. Il faut réduire le gap, différence entre les deux sexes, en tenant compte des règles de notre cher. Merci. Excusez-moi quand même, j'ai été très longue. Il y a quelqu'un qui a fait des questions aux panélistes, non? Il faut répondre avant. Attendez. Le preguntaron a ustedes una pregunta, le hicieron a los panelistas. Hicieron una pregunta, ¿verdad? Sí. Hizo una. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La última. Sí, porque hicieron una pregunta para ustedes. Y bueno, pero la tienen que responder. Sí. Sí, c'est pour toi la question, la première question. Oui. Merci. Sí. Tout à l'heure, il a été posé la question de savoir s'il n'y a pas de personnes handicapées ici, ou quelle est la politique que nous, à Cocody, nous menons en faveur des personnes vivant avec des handicaps. Il faut dire que nous sommes tous des personnes vivant avec des handicaps. Il y a chez certaines personnes où l'handicap est visible et il y a chez d'autres où ce n'est pas visible. Donc, ici à Cocody, les personnes vivant avec un handicap sont pris en charge, sont pris en compte. Ils mènent des activités, ils fournissent leurs rapports, ils ont une subvention et ils participent à nos conseils municipaux et ils sont associés à toutes les activités. Le directeur de cabinet est une personne vivant avec un handicap et partout où il va, il a toujours démontré son expertise, sa capacité, son leadership. Et donc ce problème est pris en compte au niveau de la mairie. Ensuite, pourquoi des panélistes femmes? Je me pose moi-même la question. Tout à l'heure, j'ai rencontré des personnes, dont un collègue. Je dis, ben allons-y. Il dit, oh, ça concerne les femmes. Vous voyez?
Alors, ici, par rapport à la contribution de notre sœur de Mauritanie, effectivement, nous avons besoin de discrimination positive. Oui. Pour relever les défis, pour niveler les choses. Donc, je suis d'accord que les hommes nous accompagnent parce que c'est pour le moment, c'est eux qui sont en haut. Et donc, s'ils acceptaient qu'on monte un peu, on ne leur demande pas de descendre, mais qu'ils acceptent qu'on monte un peu pour que nous soyons au même niveau. Ok, merci. Bon, on va faire encore une question. C'est madame qui a demandé. Ok. Ok. Merci à vous. Moi, je ne vais pas poser une question, je vais plutôt apporter un témoignage. Effectivement, aujourd'hui, nous les femmes, nous devons être au devant de tout. Je vais vous dire que moi, j'ai été élue. J'ai travaillé, enfin, j'ai été élue pendant 12 ans. Je viens de la France, dans ma commune de Saint-Julien-les-Villas, dans l'Aube. J'ai été élue maire adjointe et j'ai fait partie du conseil communautaire de l'Aube, de Trois-Champagnes Métropole, travaillant avec M. Barouin. Donc, je vous dis que nous avons des capacités, nous avons un potentiel. Nous sommes des Amazones. Donc, osez et on va y arriver. Merci. Merci. Okay.